Pas donc parler de la Ligue des Champions, mais avant cela, je vous propose peut-être d'écouter Presnel Kimpembe, qui est un joueur du Paris Saint-Germain. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que tout le monde va être sommé, dans les personnalités, de donner son avis sur l'élection présidentielle l'année prochaine. Et tout le monde est interrogé à peu près de la même manière. Et ce matin, Presnel Kimpembe était interrogé par Marc-Olivier Fogiel. Je fais le parallèle avec la question qui a été posée l'autre jour à Gilles Lellouche. Donc on dit à tout le monde maintenant, est-ce que vous êtes alors on ne dit pas aux gens, est-ce que vous êtes inquiet de l'arrivée de la France Insoumise ? Non, ça on ne pose pas cette question. Mais on dit, est-ce que vous êtes inquiet de l'arrivée du Rassemblement National ? Et chacun va devoir se prononcer et donner son avis lorsqu'on est une personnalité. Écoutez cela parce que je trouve c'est intéressant et significatif. Vous, le fils d'immigrés, vous avez forcément été sensible aux propos de Kylian Mbappé, qui dit « Je sais quelles conséquences ça peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux, le RN, arrivent aux commandes ». Ça vous inspire quoi ? Vous êtes d'accord avec ce que dit Kylian Mbappé ? Ça m'inspire pas. Ah ouais ? C'est ce que lui pense. Vous racontez votre histoire, cette espèce d'ascenseur social que vous avez pris, la méritocratie. Les élections, c'est dans un an. Vous n'êtes pas engagé du tout politiquement ? C'est pas une question d'engager ou pas. Chacun est libre de dire et de penser ce qu'il veut. On est en France, il a le droit à la parole, il a le droit de s'exprimer. S'il veut mener ce combat-là, c'est son choix, il faut savoir aussi le respecter. Moi, si j'ai besoin d'en parler, je vais en parler. J'ai toujours été aussi à défendre certaines causes. J'ai par exemple une association, je fais attention aux enfants qui sont défavorisés, qui sont dans le besoin. Mais la politique, c'est pas mon truc. Ça vous effraie pas en tout cas. Vous n'êtes pas comme lui, vous dites pas l'année prochaine, le pays risque de basculer, c'est pas votre inquiétude. C'est pas une question d'être effrayé ou pas effrayé. Chacun il pense ce qu'il veut penser, chacun dit ce qu'il veut dire. Mais il faut y penser quand même. Donc le sous-texte, en l'occurrence c'est Marc-Olivier Fogiel, c'est de dire vous êtes un enfant d'immigrés, c'est le sous-texte. Donc est-ce que vous êtes effrayé de l'arrivée du RN ? C'est ça le sous-texte, si j'ai bien compris. Assignation à résidence pure. Transparence de cristal. L'assignation à résidence pure. Il me semble qu'en fait c'est assez raciste d'une certaine manière d'interroger quelqu'un comme ça. Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, raciste, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais vous dites assignation à résidence, mais c'est très étonnant quand même de dire à quelqu'un, vous êtes un fils d'émigré, donc le RN ne vous fait pas peur. C'est drôle comme interview. C'est même à l'envers. Vous ne pouvez pas ne pas avoir peur du RN. Votre devoir. Je sais pas, enfin... Mais ça va être cela pendant un an, donc ça va amuser de... De la réponse. Elle est très bonne sa réponse en plus, Presnel Kimpembe. Ça m'a rappelé, vous savez, la réponse... Oui, que dites-vous, Maï-Hélène ? Marc-Olivier Fogiel insiste quand même plusieurs fois et je trouve que Kimpembe s'en sort assez bien. Ah mais il s'en sort parfaitement. Sur le fait qu'il a décidé de ne pas répondre et qu'il ne le fera pas. Quoi. Mais vous vous souvenez, il y a une séquence célèbre où Charles Aznavour, un jour, avait été interrogé sur le plateau de Quotidien parce que dans le chanté la Bohème. Exactement, la Bohème. Sur France Inter juste avant une interview. Exactement. Et alors il les avait scotchés, Aznavour, parce que c'est un homme libre. Il leur a dit mais moi j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que vous m'ennuyez parce que ça c'est les petits soldats. Vous savez, ils sont tous là. Il avait dit ça me fait plaisir qu'on chante mes chansons. Mais moi je voudrais qu'on pose la même question sur le LFI, me semble-t-il. Il me semble, et je pense qu'il y a peut-être plus d'inquiétude à avoir, peut-être pour certains. Imaginons qu'ils répondent, je n'ai pas peur de l'arrivée du RN. Est-ce qu'il pourrait encore jouer en équipe de France ? Écoutez, oui, il pourrait jouer en équipe de France, mais il y a un exemple, je crois, c'est Lucas Chevalier, le gardien du Paris Saint-Germain, qui avait simplement retweeté quelque chose. Qui avait retweeté, je crois, je ne sais plus si c'était un propos de Louis Alliot, je ne me souviens plus, ou quelque chose comme ça. Ou de Bardella, non ? Non, il avait liké, je crois. Il a eu une campagne, même pas tant d'ailleurs des supporters, mais c'est l'équipe. L'équipe, c'est un journal wokiste aujourd'hui. Il faut le savoir, c'est un journal, mais comme beaucoup de presse en France, l'équipe, Ouest France, tous ces journaux-là, ils ont basculé à gauche, très à gauche, parce que ces jeunes journalistes sont extrêmement à gauche. Ils ont le droit, c'est la liberté d'expression. Moi, je le dis, mais c'est parfaitement... effectivement, ils ont tout à fait le droit. La presse est libre, ils font ce qu'ils veulent. Il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas qu'on nous raconte des salades. Bon, la Ligue des Champions, je disais, avec le dispositif. Alors, ce dispositif, 22 000 policiers, dont 8 000 à Paris et son agglomération. En 2025, il y avait eu des dizaines de blessés, il y avait eu 563 interpellations, dont 491 à Paris. Et je vous propose d'écouter Laurent Nunez qui parle de ce dispositif qui sera mis en place le soir de la Ligue des Champions. C'est samedi et la finale est à 18h.
On aura un gros service d'ordre qui, sur l'ensemble du territoire national, va mobiliser 22 000 personnes, 14 000 sur le territoire national et auquel il faut ajouter 8 000 pour parier l'agglomération parisienne. On s'attend, en cas de victoire du Paris Saint-Germain, ce qu'évidemment tout le monde souhaite, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde partout dans la capitale, sur les Champs-Élysées, autour du Parc des Princes aussi, où il y a une retransmission qui est organisée par le Paris Saint-Germain, et encore une fois dans d'autres endroits de la capitale, d'où la présence d'un gros dispositif policier mis en œuvre par la préfecture de police sous l'autorité du préfet de police, piétonisation des champs, et puis surtout gros dispositif policier qui sera en place pour contenir tout débordement, tout débordement. On n'a pas de crainte. On a surtout un dispositif robuste. On est déterminé, serein au ministère de l'Intérieur. Vous savez, les précédentes festivités qui a eu lieu autour des victoires du Parc des Princes ont souvent donné lieu à des débordements qui ont toujours été contenus. Les forces de l'ordre, samedi, interviendront de la même façon avec beaucoup de détermination. S'il devait y avoir des débordements, il faut entendre par débordement, c'est des tentatives de pillage, des prises à partie des forces de l'ordre ou des violences contre les personnes. Et si elles devaient se produire, il y aura une réaction immédiate des forces de police qui sont, encore une fois, en nombre dans Paris, dans l'agglomération parisienne. Bon, la parade sur les Champs-Élysées n'est pas prévue cette année, elle a eu lieu l'an passé, d'ailleurs elle s'était très bien passée, elle avait été encadrée par les forces de l'ordre, par aussi l'organisation privée du Paris Saint-Germain autour du bus des Parisiens. Voilà, donc là, la préfecture de police travaille avec le Paris Saint-Germain sur l'option en cas de victoire, ce que tout le monde souhaite évidemment, et donc les choses se mettront en place ensuite très rapidement. Il y aura des interventions de forces de l'ordre qui essaieront d'interpeller et qui interpelleront les fauteurs de troubles. Alors évidemment, ça donne toujours des images où vous voyez des forces de l'ordre en action contre des individus qui jettent des projectiles sur les forces de l'ordre, qui résistent, qui partent à la courette, comme on dit, en courant, et les forces de l'ordre qui, évidemment, les empêchent de commettre des exactions. Ça, ce sont des images de maintien de l'ordre. On va peut-être en voir samedi soir. Si on en voit, ça ne veut pas dire que c'est le chaos. Au contraire. Le chaos, ça veut pas dire que c'est le chaos. Les images que l'on voit, c'est aussi, des voitures de police qui reculent. Ben oui. C'est les premières images qu'on voit. Et parce que la difficulté, d'abord, c'est pas facile le travail de Laurent Nunez. Moi, je l'entends bien. C'est pas facile parce qu'il y a un travail d'abord de sécurisation, bien sûr, de sécurité, mais il y a aussi un élément politique. Ah oui. Les conséquences. Faire oublier Bruno Retailleau, pardon. Oui, mais je ne le vois pas comme ça. Il y a les conséquences, par exemple, s'il y avait dans ceux qui attaquent les policiers, s'il y avait par exemple un mort, serait terrible. Donc la logique, c'est, au fond, on ne répond pas. On ne répond pas ou on répond vraiment à toute dernière limite. Bon, ce qui fait que c'est la voiture qui reculait, elle illustrait ça. C'est-à-dire que la voiture, elle n'a pas foncé sur ces jeunes gens. Elle recule. Donc les manifestants savent que la voiture va reculer, donc ils l'attaquent. Mais vous ne pouvez pas demander aux policiers aujourd'hui de taper ou quoi que de foncer sur ces jeunes gens. Je disais tout à l'heure le mot racaille, j'aurais pu dire voyou. Je dis racaille, voyou pour les séparer des vrais supporters du PSG. Je pourrais dire aussi hooligan. Hooligan, voyou, racaille, c'est les mêmes mots. Sauvageon, disait Jean-Pierre. Sauvageon, si vous voulez, mais sauvageon, c'est un peu gentil. C'est ça, regardez, l'année dernière, il dit qu'il n'y avait pas de chaos. Ça, c'est les images de l'année dernière, je demande à Marine Lançon, c'est les images de l'année dernière. Bon, je veux bien qu'on me dise qu'il n'y ait pas de chaos. Bon, c'est le 1er juin. C'est difficile de dire que c'est pas de chaos. T'as pas envie d'être dans Paris. Je vais reparler encore de la confiance sociale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas là samedi soir, qui vont quitter la capitale. Richard Millet. Il y a une chose qui me frappe, c'est le nombre. 22 000. Oui, je me demande, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, en France, il y avait autant de policiers qui étaient mobilisés en métropole. Il n'y en a pas. C'est le chiffre le plus important. Mais si, évidemment, vous êtes parent d'ados, samedi soir, vous leur dites, tu ne sors pas. Tu ne vas pas célébrer le match. Ça ne va pas. Tu restes à la maison. Pour moi, c'est incompréhensible. J'arrive pas à comprendre. Il y a une très grande équipe de football, qui est le PSG. Une très grande équipe, c'est un fait. Okay, elle arrive pour la 2e fois en finale de la Ligue des Champions. Ça devrait être une fête. C'est une fête. C'est-à-dire que tout le monde, il ne devrait même pas y avoir de policiers, ou les policiers devraient faire la fête avec les gens qui sont descendus faire la fête. Et là, on se dit, on va barricader Paris. Mais on marche sur la tête, mais c'est le cas de le dire. Pour moi, c'est incompréhensible. Si on en est là, alors, et si le PSG perd, donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut envoyer l'armée ?
Je sais pas, moi. Mais où on en est, en fait alors, je l'emploie plus, ce mot. Hein. C'est pas vivre ensemble, mais où on en est, en fait, d'une société civile, si on en est là. Je sais pas. Je sais pas. Alors moi, je vais pas parler de chez moi parce que pour nous, c'est impossible. Quand le Sporting, il a été en finale de la coupe, coupe de l'UEFA. Attendez, vous tirez parfois avec les. Mais on tire pas sur les gens. Non, vous tirez en l'air. Et alors ça fait peur. Mais ça fait peur à personne. Tout le monde est dehors. Vous rigolez ou quoi? Non, ça fait peur à personne. Vous tirez et les bombes agricoles. Les bombes agricoles, ça fait du bruit. Oui, ça fait du bruit dans les stades. On les jette pas sur les gens. Les bombes agricoles, hein, c'est pas. Je ne jette pas sur les bancs, ça met une ambiance. Bon, Quand vous alliez à Foriane, vous savez très bien que. Et à Mezzavia. À Mezzavia, c'est pareil, il y avait une ambiance. On salue le Gazélec. On salue le Gazélec et le célèbre Michel Mancini, qui est un ami de Mezzavia et du Gazélec. Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je voulais vous montrer des images. Hier, je voulais vous montrer des images de Cracovie, pour tout vous dire. Et pourquoi Cracovie? Parce que Cracovie est devenu champion de Pologne. Il y avait 80 000 personnes dans la ville. Il n'y a pas eu un incident. En Pologne, la confiance sociale, elle est à 100%. J'étais il y a 15 jours. Racontez-moi, tiens, ça m'intéresse. D'abord, j'y suis allé, comme je vous l'ai dit, parce que je voulais aller à Auschwitz. Oui. Donc voilà, mais dans la journée, il y avait énormément de monde parce qu'il faisait très très beau. Oui. Et donc à visiter le château, les églises et les cathédrales, mais c'est magnifique. Enfin, il y a beaucoup de gens qui prient. D'ailleurs, dans la journée, ça c'est ce qui m'avait étonné, ce que j'avais un peu vu également quand j'étais allé à Saint-Pétersbourg, où il y a beaucoup de gens qui vont prier dans la journée. Le soir, c'est une foule énorme. Alors là, comme il faisait beau, il y avait tout le monde qui allait manger des glaces. Et vraiment, il n'y a aucun souci. Et les femmes déambulent dans la rue, et il faisait beau, donc elles avaient des tenues en harmonie avec le temps. Mais je ne vais pas dire que c'est bon enfant, parce que mais il n'y a aucune difficulté. Il y avait beaucoup de touristes. La vie, elle est c'est pas cher en plus. C'est la France des années 70. Et c'est la France d'avant. Cracovie. Tous ceux qui arrivent de Pologne disent la même chose. Donc... Il y a une vraie ambiance en plus. Je suis d'accord avec vous. Mais bon. Et les restaurants sont délicieux. Richard Millet, qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, corroborer ce que dit Pascal. Mais peut-être qu'on pourrait se pencher sur la cohésion sociale de ces pays où l'immigration extra-européenne n'existe quasiment pas. Mais bon, ça c'est un autre chapitre peut-être. Mais non, écoutez, c'est un sujet important. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Donc on n'y peut rien. C'est ce que l'histoire nous a appris. Et c'est pourquoi cette assimilation, cette intégration qui a été manquée, c'est pas une couleur, ce n'est pas évidemment pas une histoire de couleur de peau. Bien évidemment pas. C'est une question de nombre d'abord et d'assimilation, d'intégration qui n'a pas été en place. Parce qu'avant cette intégration, cette assimilation, c'est vrai que les populations étaient moins importantes en termes de nombre et que cette intégration, cette assimilation, elle a eu lieu. Donc aujourd'hui, elle n'a plus lieu. Donc ça arrive, effectivement, bien sûr, c'est le sujet. C'est le sujet. Alors, et ça sera l'enjeu de la présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, entre guillemets, fermer les frontières aujourd'hui. Et puis après, s'occuper de mettre en place les conditions d'assimilation, d'intégration sur le sol de France. Mais au moins fermer les frontières. Au moins fermer les frontières. Je pense qu'il peut y avoir un consensus sur ce sujet. C'est difficile, en effet, de parler d'assimilation à partir du moment où un certain nombre de personnes dans l'élite considèrent que la culture française n'existe pas. Bah oui, il faut quand même le dire. Bon, Nicolas Sarkozy, le procès en appel sur les soupçons du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 s'est achevé ce mercredi avec les plaidoiries de ses 4 avocats. La défense de l'ancien président de la République a plaidé la relaxe. Ils ne sont pas exprimés, d'ailleurs, les avocats. C'est pour ça qu'on ne les a pas entendus à la sortie, en tout cas devant les médias. Maître Ingrain n'a pas pris la parole. En revanche, Nicolas Sarkozy a parlé. Cette affaire a commencé dans le mensonge, dit-il, et dans le complot. Elle doit finir dans la vérité et la transparence.
Je ne demande qu'une chose, être traité comme n'importe qui, être jugé pour ce que j'ai fait, pas pour ce que je suis, dit-il. Je me pose la question tous les soirs, est-ce que je vais retourner en prison? Je tiens parce que je sais que je suis innocent. Condamner un homme à 7 ans de prison pour des faits qu'il n'a pas commis et pour lesquels il n'y a aucune preuve, je ne le crois pas. Écoutez ce qu'a dit Tanguy Hamon. Nicolas Sarkozy l'a reconnu lors du dernier jour de son procès. Il se demande tous les soirs de savoir s'il va retourner en prison. Je tiens parce que je sais que je suis innocent, a-t-il dit. Cette affaire a commencé dans le mensonge et le complot. Elle doit se terminer dans la vérité et la transparence, a-t-il demandé à la Cour. Ces 4 avocats, eux, se sont attachés à détricoter l'accusation. Des hypothèses bancales, fragiles, artificielles, des thèses sorties du chapeau, des preuves fausses, contradictoires même, selon leurs mots. Ils ont demandé la relaxe de Nicolas Sarkozy concernant l'ensemble des charges qui pèsent sur lui. Selon eux, pas le moindre euro libyen retrouvé dans le financement de sa campagne, aucun pacte corruptif ni d'association de malfaiteurs. Je rappelle que 7 ans de prison ont été requis contre l'ancien président de la République dans ce dossier. Désormais, le prochain rendez-vous est fixé au 30 novembre pour connaître l'arrêt de la Cour d'appel. Bon, que dire sur ce sujet dont on a beaucoup parlé? Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est quels sont les liens entre les sommes dont on parle et les comptes de campagne. C'est cette question-là, on ne répond pas à cette question. Moi, ce qui me frappe, c'est-à-dire que si on n'a pas de mémoire de poisson rouge, on a l'impression, quand vous entendez un certain nombre de personnes intervenant, que la politique libyenne de la France a commencé avec Nicolas Sarkozy. Mais attendez, vous avez été journaliste politique, vous savez très bien qu'elle a commencé d'abord avec Jacques Chirac. Enfin, 2004, on a totalement oublié ça. Non, mais c'est quand même frappant. C'est-à-dire que la personne qui est accusée est précisément la personne qui a justement sanctionné Nicolas Sarkozy. Attendez, c'est complètement fou. C'est une question simple. Enfin, pour moi, c'est une question de bon sens. Moi, ce que je ressors du procès, là, j'ai trouvé la parole du président très très forte. C'est un autre homme qui a parlé. Moi, je trouve qu'il a été, et c'est tout à fait normal, énormément marqué par les 20 jours de détention. D'ailleurs, il le dit. Je pense que, outre l'humiliation, c'est une vraie souffrance. Et j'ai envie de vous dire que, malgré l'homme que c'est, ce qu'il véhicule comme force, comme caractère, etc., là on a ces dernières paroles, elles sont très très fortes. Et là, on a vu l'homme Sarkozy. Ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti, son combat jusqu'au bout, et le fait de dire, vous savez, tous les jours je me couche et je me lève en me demandant si je vais aller en prison devant ma famille, etc. Ça, je pense que c'est la meilleure plaidoirie. Hein. C'est la meilleure plaidoirie parce que c'est vrai, c'est son cœur qui parle. Et je pense que là c'est très très fort. Voilà. Après, l'audience, elle a été très dure. Encore une fois, je le dis, d'avoir mis l'infraction d'association de malfaiteurs dans ce débat-là, c'est outre l'humiliation, parce que cette infraction, elle veut tout dire, association de malfaiteurs, tout est dit dedans, c'est très difficile à combattre. L'audience avec les lettres de Guéant, alors là, vous avez le débat en disant mais pourquoi monsieur le président a cité Claude Guéant qui était absent, etc. C'est une difficulté parce qu'en même temps, monsieur Guéant, il n'est pas là. Il n'est pas présent. Donc c'est aussi facile parce qu'il n'y a pas de contradictoire. Ça, on l'oublie, ça n'a jamais été dit. On peut s'en offusquer. Monsieur Guéant, c'est en tout respect, il a des problèmes de santé, donc il n'est pas là. Mais le débat est faussé, puisqu'il y a des gens qui s'opposent. Donc c'est facile ensuite de donner une lettre. Tu donnes une lettre et tu réponds à une lettre, mais tu ne peux pas répondre dans le débat oral. C'est très compliqué de se défendre. Et pour les avocats de Sarkozy, de se défendre contre une lettre. Et ensuite, lorsqu'ils prennent la parole sur cette lettre, il y en a une deuxième qui arrive. C'est quoi le débat contradictoire? On en est où au pénal? Ça va pas ou quoi? Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez? Moi, j'aurais souhaité... Enfin, moi, j'aurais demandé le rejet des lettres. Hein. Disons, moi, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, s'il y a quelque chose à dire, qu'il vienne, hein, ou que son avocat s'exprime. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le débat pénal. On est à l'oralité, alors on s'en va. Mais le président, il ne peut pas intervenir? C'est au président de le faire. Ben oui. Bien sûr, c'est de le dire. Écoutez, moi, si M. Guéant a quelque chose à dire, qu'il vienne. C'est un combat, mais comme je n'arrête pas de le dire, c'est l'audience qui... Quand vous arrivez à une audience, pourquoi on ne prépare pas ces plaidoiries?
Parce que je ne sais pas ce qui va se passer à l'audience. Eh oui. Je n'en sais rien, moi, je ne sais pas. Alors, bien évidemment, on connaît le dossier, et ces avocats le connaissent par cœur, et ils l'ont montré d'ailleurs, et ils ont plaidé, etc. Mais tu ne peux pas savoir quel est l'argument que tu vas mettre en exergue ou pas, puisque l'audience, elle vit. Et vous voyez là, il y a eu plein de rebondissements dans ce dossier. Je comprends tellement ce que vous dites. Et c'est vrai dans nos métiers, pourquoi il ne faut pas préparer les questions qu'on va poser? Je ne sais pas comment cette émission va être. Je ne savais pas que vous diriez ça. Je ne savais pas que cette séquence a existé. Donc si on ne laisse pas vivre les émissions, c'est pareil. Bien sûr, il y a des choses qu'il ne faut parfois pas préparer. C'est difficile à faire comprendre à... Parce que quand je lis les papiers, là, beaucoup de papiers que j'ai lus, on dit Monsieur Sarkozy, ça va être très difficile parce que la lettre de Guéant... Mais la presse, elle est anti-sarkozyste à 100%, vous les savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez Mediapart qui a influencé toute la presse française, on le sait. C'est comme ça. C'est très, très dur. Bien sûr. C'est pour ça que certains, aujourd'hui, vaut mieux qu'ils ne croient jamais un juge d'instruction. Et la violence, la violence du réquisitoire. Hein. Oui. La violence, il le reprend d'ailleurs, monsieur le président Sarkozy, parce que forcément, la violence du réquisitoire en disant vous avez trompé les Français. Votre élection, elle est faussée. Elle n'a pas été faite dans l'égalité du scrutin. Parce que vous bénéficiez d'un financement qui était illégal. Je veux dire, vous vous rendez compte la violence de cette attaque contre quelqu'un qui s'est présenté 2 fois aux élections, qui a accepté justement de perdre, puisqu'une fois il a perdu, etc., de tout le combat qu'il a mené en disant, en fait, c'est ça que ça veut dire, votre présidence, elle est illégitime. C'est pas le débat du dossier. Si c'est le débat du dossier, vous voulez que je vous dise, si c'est le débat du dossier, à ce moment-là, il fallait aller devant la Cour de justice de la République. C'est ça le dossier. Mais on l'a écarté. Dès le départ, le dossier, il est vicié. S'ils vont devant la Cour de justice de la République, peut-être qu'il aurait été condamné, c'est autre chose. Mais là, c'était un vrai débat. Et on aurait compris qu'on parle de politique. Monsieur, vous dites que c'est la raison d'État, que vous étiez obligé. Là, on peut en parler. C'est pas le cas. C'est que du judiciaire. Pascal Pierre Garbarini avec nous régulièrement sur l'antenne d'Europe 1, sur l'antenne de CNews. Et c'est vrai que vous êtes arrivé cette saison avec nous et vous éclairez nos débats. Donc je vous en remercie, c'est la fin de saison à bientôt. Donc c'est l'occasion de vous remercier, comme de remercier d'ailleurs tous les chroniqueurs qui sont autour de cette table. Mais c'est vrai que parfois on a besoin de visages nouveaux, de paroles nouvelles. Et Mayalène également, qui nous a rejoint cette saison. Donc c'est bien pour les téléspectateurs d'avoir des visages qu'ils ne connaissaient pas forcément.